sorte que ça disparaisse le plus rapidement possible. Alors voilà, M. Dubé, M. Arruda, ils enlèvent leur masque, installent leur iPad et vont bientôt s'adresser aux Québécois. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour ce beau jeudi après-midi. D'abord, je voudrais faire peut-être une mise à jour sur les niveaux d'alerte parce que nous devons passer, suite à la recommandation de la santé publique, de passer certaines zones, certaines régions au rouge, plus précisément dans le centre du Québec. Dans le centre du Québec, plus précisément 3 MRC, la MRC de Bécancour, la MRC de Nicolet-Yamaska et la MRC de Drummond. Alors ça, c'est au sud du fleuve. À cela s'ajoute de l'autre côté du fleuve la MRC ou la ville, plus précisément de Trois-Rivières, qui passe aussi au rouge. Et à ça s'ajoute en dernier lieu la MRC de Portneuf, dans la capitale nationale, comme vous saviez, qui avait passé au rouge il y a quelques semaines. Peut-être pour avoir une image, là, je ne sais pas, peut-être qu'on aura les représentations dans les prochaines minutes qui seront sur le site web. Mais en fait, là, quand on regarde toute la vallée du Saint-Laurent, là, si on part de Québec jusqu'à Montréal, c'est en fin de compte, c'est toute la vallée du Saint-Laurent qui tourne au rouge, à quelques exceptions proches. Puis vous pourrez très bien voir là, sur la carte. Ces mesures-là vont entrer en application dans le cas, par exemple, des bars, des restaurants, de tous les autres secteurs qui sont concernés, comme tout ce qui est passé au rouge, va entrer en vigueur samedi soir. Parce qu'on veut aller le plus rapidement possible, étant donné, comprendrez bien, le long week-end. Donc, c'est la première chose. Et les mesures qui sont pour les écoles vont, elles aussi, passer, mais un petit peu plus tard, pour donner le temps aux gens de s'ajuster. On va demander que les mesures pour les écoles soient en application mercredi soir à minuit. Alors donc, on va laisser au centre de service scolaire peut-être d'être capable de rentrer à l'école mardi, faire des ajustements, expliquer aux enfants, aux écoliers comment on va s'organiser pour le reste de la semaine. Mais je résumerai que pour les bars, tout ça, c'est samedi soir, puis pour les écoles, c'est mercredi. Alors, c'est important d'aller le plus rapidement possible. Deuxièmement, on va mettre en vigueur à compter de demain ce qu'on va appeler des points de contrôle à la demande de certaines santé publique régionales. L'équipe d'Horatio nous a demandé si c'était possible, par exemple, d'avoir des points de contrôle. Là, je vais vous en nommer quelques-uns. Vous allez voir, l'idée, c'est de protéger principalement le lac Saint-Jean, le Saguenay. Alors, il va y avoir des points de contrôle. Là, je n'irai pas dans le détail, mais par exemple, au niveau du parc des Laurentides, ceux qui connaissent bien le parc, il va y avoir des choses qui pourraient être au niveau du petit parc, à l'entrée de la TUC. Alors, donc, il va y avoir des points de contrôle où, en fait, ce qu'on veut, c'est être capable de vérifier si les déplacements que les gens font sont essentiels. C'est ça qui est le plus important. Donc, encore une fois, ces points de contrôle-là vont être en place aussi rapidement que demain après-midi. On veut que, en fait, ce qu'on veut, là, vraiment, c'est éviter que la population évite les déplacements qu'on appelle non essentiels. Les policiers vont être là, il n'y a rien de coercitif, on se comprend bien, mais les policiers vont être là pour rappeler les consignes. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié lorsque les policiers rencontrent les gens, puis s'il y avait un oubli de port de masque ou des choses comme ça, qu'on puisse les avertir. Mais je pense qu'avec la sévérité de la crise qu'on vit, je pense que les policiers ont fait un excellent travail lorsqu'on a fait ces points de contrôle-là. Puis c'est un peu dans cette même lignée-là qu'on veut continuer à faire le travail au cours du week-end. Mais ce qu'on veut aussi s'assurer, c'est que les gens respectent les règles. Bon, maintenant, j'aimerais le rappeler parce que il est important pour les Québécois de comprendre qu'à l'entrée de ce long week-end-là, je pense entre autres aux gens là, qui ont soit des chalets ou dont ils sont propriétaires ou qui les ont loués.
qui ont surtout des chalets dans d'autres régions que leur région d'origine. Vous le savez, on a dit que notre objectif, c'était d'essayer que la vie normale continue le plus possible. On ne voulait pas empêcher les gens qui sont dans une zone rouge d'aller louer un chalet. Ce qu'on a demandé, c'est de dire, écoutez, si vous êtes dans une zone rouge, puis que vous allez louer un chalet dans le nord des Laurentides ou peu importe, bien, vous n'avez pas le droit de faire là-bas ce que vous n'avez pas le droit de faire chez vous. Alors donc, il faut qu'on se comprenne bien, qu'on n'empêchera pas les gens de se déplacer, on n'empêchera pas les gens de prendre leur voiture pour aller prendre une marche, j'avais dit l'autre fois au Mont-Tremblant, mais il faut s'assurer que ces gens-là ne vont pas dans un restaurant. S'ils n'ont pas le droit d'être dans un restaurant pour éviter des contacts parce qu'ils viennent d'une zone rouge, bien, vous comprenez que la logique, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je dirais que les règles vont être très, très claires. Faisons pas chez les autres ce qu'on n'a pas le droit de faire chez nous. Je pense que c'est ça qui est la conclusion très claire. Je voudrais rappeler comment ces mesures-là sont importantes à tout le monde aujourd'hui, en terminant, parce que je le répète assez souvent, vous savez, puis c'est vraiment une question de nombre de contacts qu'on a dans une journée. Puis ça a l'air de rien, là, mais si on est capable, puis comme on l'a vu depuis une semaine, puis on le voit, Dr Arruda, là, depuis une semaine, les gens sont encore plus conscients. Si on est capable de limiter, des fois, de seulement se dire « Oh, ça me donnerait un contact de plus si j'allais voir telle personne », ça fait une grosse différence. Chaque contact qu'on évite dans une journée peut faire une grosse différence. On le voit, là, puis nous, un peu comme tous nous autres, là, vous êtes assez proches de ça, on regarde les chiffres chaque soir avec beaucoup de nervosité, mais en même temps, quand on voit qu'on a une certaine stabilité depuis quelques jours, on se dit peut-être qu'on est en train de réussir. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais je vous dis encore une fois que les gestes qu'on va poser ce week-end vont faire une grosse différence dans les 10 à 15 prochains jours. Puis c'était uniquement ça, ce message-là qu'on voulait passer aujourd'hui. I'll say a few words in English. Quelques mots en anglais. Donc, la santé publique a pris la décision de faire passer certaines zones rouges. Donc, 3 RCM au centre du Québec qui vont passer à la zone rouge, Bécancour, Nicolet-Yamaska et Drummond. Cela va rajouter Trois-Rivières et la Mauricie, ainsi que la MRC de Portneuf et la capitale nationale. La zone rouge va prendre vigueur samedi à minuit pour les bars, les restaurants et tous les autres endroits affectés. Les mesures pour le milieu scolaire et sportif vont entrer en vigueur mercredi soir à minuit. Aussi, en attendant ce long week-end, nous avons 5 points de contrôle à la demande de certaines autorités régionales. Je pense au parc des Laurentides, au parc des Petits Parcs, l'entrée de la Tuque, Côte-de-la-Malbaie et le traversée de Tadoussac. Je ne les avais pas mentionnés en français, je suis désolé. Nous voulons que la population puisse éviter les déplacements non essentiels entre les régions. La police sera là pour vous rappeler des instructions. Les gens qui arrivent d'une zone rouge doivent suivre les instructions comme s'ils étaient chez eux, quelle que soit la zone d'où ils viennent, pardon. Je veux être bien compris. Vous n'avez pas le droit de partir ailleurs, faire ce que vous n'avez pas le droit de faire chez vous. En conclusion, pour ce long week-end, les Québécois et les Québécoises sont invités à être extrêmement prudents. Ensemble, nous pouvons casser cette vague. Je vous remercie. Nous amorçons la période des questions avec Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous deux. Vous pensez que c'est une question de combien de temps avant que le Québec au complet devienne rouge? Bien, plus les zones, puis j'aimerais ça que le docteur Arruda complète, mais il y a un tempérament assez optimiste, un optimisme réaliste. J'aimerais mieux penser qu'on peut encore changer les choses. Pour moi, je pense qu'on peut encore changer les choses. Puis à chaque fois qu'on va pouvoir le faire, notre rôle, puis je l'ai dit, c'est de rester en avant de la vague le plus possible. Et c'est pour ça qu'on pose des gestes difficiles en ce moment, Mme Prince. Mais est-ce que ça se pourrait qu'on soit tous en rouge? Ça se peut. Mais j'aime mieux regarder
Est-ce que le verre est à moitié vide ou le verre, en ce moment, il est presque plein? Puis j'aimerais vous dire que si on fait les bonnes choses, je sais que je me répète, là, mais si on fait les bonnes choses dans les prochains jours, et je le dis, ce week-end-ci, là, il est très important. Parce que là, les gens seront conscients. Vous avez vu, là, moi, ça m'a fait mal au cœur. Je suis rentré à Québec lundi soir. Pour m'en aller chez moi, à mon appartement de Québec, j'ai passé sur la rue Saint-Louis. Il n'y avait pas personne. Les restaurants étaient fermés. Il n'y avait rien. Québec était mort. C'est ce que j'ai vu à Montréal dans les dernières semaines. Tous les gens font un effort. Tous les gens font un effort. On a fermé des bars. On a fermé des restaurants. C'est triste, là, sur la rue Saint-Louis. Vous êtes tous des journalistes ici à Québec, là. Vous le savez ce que je dis. C'est triste ce qui arrive en ce moment. On a la chance, en ce moment, dans notre vie de tous les jours, pas juste dans notre travail, là, on a la chance de changer les choses. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que ça se peut qu'on passe partout au rouge? Je le souhaite pas. Mais je sais une chose, c'est que si on fait une bonne chose, si on fait les bons gestes dans les prochains jours, on peut faire une différence. J'aimerais aussi vous parler du rapport de la vérificatrice générale, la portion concernant les médecins de famille. Oui. On comprend qu'avec tout l'argent qui a été investi par le gouvernement, on n'est pas en mesure de faire le suivi, à savoir si cet argent-là a bien servi justement les différentes mesures pour pouvoir que les gens aient accès à un médecin de famille. Bref, ma question est la suivante. Est-ce que si on obligeait les médecins de famille à adhérer à Rendez-vous Santé Québec, est-ce qu'à ce moment-là, on serait capable de faire le suivi de l'investissement de notre argent? Merci pour la question. Ça va nous changer de la COVID un peu. C'est exactement ce qu'on discute avec eux en ce moment. Ça fait 2 fois là, dans les 3 dernières semaines que je rencontre le docteur Godin et son équipe. On a un plan très clair qui fait partie de la stratégie qu'on a mis en place pour que les Québécois aient un meilleur accès à leur médecin de famille. Un des éléments, un des indicateurs pour nous, c'est de s'assurer que tous les Québécois, incluant ceux qui n'ont pas un médecin de famille, puissent avoir un rendez-vous à l'intérieur de 36 heures. Ça, c'est un engagement qu'on a pris il y a 2 ans. C'est sûr que la COVID est venue changer un peu les choses, mais on n'a pas lâché notre objectif. Moi, j'ai fixé des échéanciers très clairs avec l'équipe du docteur Godin et on travaille là-dessus. Notre défi, puis je ne vous le cacherai pas, puis je l'ai dit souvent, on a des choses urgentes à régler. La COVID, c'en est une, mais les choses importantes, comme s'assurer que les médecins avancent avec nous dans nos engagements pour prendre plus de patients, ça fait partie de mes objectifs cet automne. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le ministre, Dr Arruda, Monsieur Dubé, simplement, êtes-vous capable de nous dire comment se fait-il que les préposés aux bénéficiaires qui ont reçu leur talon de paye n'ont pas 26 de l'heure encore? Bien, écoutez, simplement, ils doivent avoir 26 de l'heure. Est-ce que dans certains cas, là, j'ai vu qu'il y avait eu, on m'a noté quelques erreurs, quelqu'un qui n'avait pas eu le bon taux horaire. Est-ce que c'est des erreurs qui sont, j'aime pas dire le mot anecdotique parce que c'est chaque paye pour tous les employés, c'est important, mais l'engagement est là d'avoir 26 de l'heure. Alors, s'il n'est pas là, on va corriger la situation parce que c'est ça qu'on s'est engagé, M. Laforêt. Même chose, Dr Arruda, la question est assez simple, puis on l'a télégraphié toute la journée aujourd'hui. Est-ce que l'application de notification fédérale risque d'engorger les tests et nuire au traçage? C'est un outil complémentaire. Il faut comprendre que cette application-là, il y a eu des hésitations, notamment en premier lieu en lien avec la confidentialité. On ne voulait pas une application qui allait maintenir des informations. Pour le Québec, ça, c'était une valeur importante. Il y a même eu une commission parlementaire. Ça a été discuté, débattu. Deuxièmement, après ça, ce qu'on ne voulait pas, c'est que l'application soit dans une banque, avec des données dans une banque centrale quelque part, en plus de la question de la confidentialité et du retraçage. C'est un outil supplémentaire, à mon avis. Premièrement, l'adhésion, elle n'est pas encore complètement au rendez-vous. Si on veut que ça fonctionne, il faut que ça l'augmente. Ce que cette application-là va faire, c'est que si quelqu'un est en contact avec potentiellement quelqu'un d'autre d'infecté, cette personne-là va le savoir, elle va peut-être s'isoler plus rapidement, aller passer un test, puis éviter de contaminer d'autres personnes. C'est encore plus important, très important que la personne diminue ses contacts rapidement. Puis ça, je vais passer un message qui est très important ici. Le ministre a dit, mais je veux que les Québécois le sachent.
une des choses les plus importantes dans le contexte de la transmission qu'on a actuellement un peu partout. Si on ne veut pas passer au rouge partout, si on veut revenir vers des jaunes oranges, etc., ce que tout le monde peut faire, c'est de diminuer sa quantité de contacts non essentiels. Ça ne veut pas dire de ne plus aller, vous restez avec votre famille. Vous allez au travail et vous avez des contacts sociaux diminués pour être capable, même si jamais il y a un cas, qu'on puisse retracer la personne avec qui vous avez été en contact. Si tous les Québécois appliquent ça, à différents niveaux, mais même à 25, 30, 40 %, l'impact va être majeur sur la transmission communautaire. Dans le fond, là, c'est comme si c'est des petites boules qui se frappent. Moins il y a de boules qui se frappent, moins il y a de chance. Puis quand on élargit notre cercle social, on tombe à risque, pas parce que la personne veut le faire, mais dans les faits, c'est pour ça qu'on vous dit en fin de semaine, pas de party, restez dans vos familles. Idéalement, là, pour nous aider à court terme, vous restez dans votre famille, vous allez au travail, puis vous diminuez au maximum les contacts sociaux autres. Si tous les Québécois font ça, je vais vous dire que là, on va voir les chiffres descendre. Et je tiens à vous dire qu'on ne s'attend pas à ce que demain, ça soit 300 ni 200. Le défi 28 jours, ce qu'on a mis en place dernièrement, ça prend 14 jours avant de faire effet. Mais je vous le demande, si tous les Québécois diminuent leurs contacts pendant les 14 prochains jours, on va voir un effet sur la transmission communautaire, c'est garanti. La question était, est-ce que l'application va venir engorger les tests? Non, je ne crois pas que l'application va venir engorger les tests. L'application va venir aider les gens à se stimuler. Et s'il y a des tests, on ajustera selon la demande. Il faut que vous compreniez que l'utilisation de l'application va être progressive, donc on ne verra pas ce boom comme on a vu souvent suite à des annonces, suite à des restaurants, etc., où les gens se précipitaient en termes de tests. L'application va devenir progressive. On est beaucoup plus rendu dans le traçage que dans le dépistage quand on travaille avec l'application. Vous savez, on a dit qu'on avait besoin d'améliorer tout l'écosystème du dépistage. Là, l'enjeu, maintenant qu'on a amélioré comment on teste, puis qu'on teste beaucoup plus, une fois qu'on a identifié quelqu'un, c'est le traçage qu'on a besoin de faire. L'application, M. Laforêt, vient nous aider à avoir des nouveaux cas qu'on n'aurait peut-être pas vus autrement. Fait qu'on est beaucoup plus dans quelque chose de complémentaire au dépistage qui vient nous donner des cas qu'on n'aurait peut-être pas vus. Moi, je pense que c'est juste bénéfique maintenant qu'elle est installée. Merci. Isabelle Porteur, Le Devoir. Oui, bonjour. J'aurais une question sur toute l'histoire des téléphonistes du côté d'Ottawa. Oui. Je voudrais savoir si vous étiez au courant qu'on n'avait pas recouru à des services qui étaient déjà disponibles. Puis, surtout dans un contexte où il y a des gens qui questionnent toujours l'efficacité de la plateforme « Je contribue » pour recruter des gens. Oui. Bien, je vais diviser la question en deux parce que je pense que c'est important de répondre sur les deux aspects qui sont tout aussi importants. Je vais être franc avec vous. Je trouve que ça a été très long de s'entendre avec le fédéral. Puis, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Là. Je vais creuser ça. Mais l'important, c'est que maintenant, le contrat a été signé il y a quelques semaines. L'entente a été signée pour qu'on ait accès au personnel de Statistique Canada. Est-ce qu'on aurait pu le faire avant? Probablement, parce que je trouve que ça a été long. Mais maintenant, il y a déjà, depuis qu'on a signé, il y a déjà une centaine de personnes qui ont été engagées, puis il y en a plus que 200 ou 300 qui sont en formation. Fait que déjà, l'enjeu, pour moi, il est réglé. C'est juste d'aller chercher plus de personnes, parce que je pense qu'on peut aller chercher des gens qui ont la bonne formation. Puis encore une fois, c'est des gens qui peuvent nous aider dans le traçage. Donc, je suis un peu déçu que ça a été si long à négocier, mais c'est fait. Mais qu'est-ce qui avait été si compliqué à négocier? Je le sais pas, je vais le creuser. Moi, j'ai appris ça, là, que ça a été très long. Fait que je vais regarder qu'est-ce qu'il y en a, puis je suis très transparent avec vous. Mais je vous dis, on est rendu là, c'est signé. Il y a des gens qui ont commencé, puis on va aller plus vite parce qu'on a besoin de monde pour le traçage. Vous m'avez entendu, j'ai été assez clair depuis quelques semaines. Bon, maintenant, sur je contribue. On va changer notre approche. Je vous le dis, là, parce que je contribue. La très bonne nouvelle, encore une fois, je suis transparent parce que c'est comme ça qu'il n'y aura pas de surprise. On a eu à peu près 10 000 noms, ce qui est extraordinaire, depuis 2 semaines. Okay? Vous vous souvenez, la première journée, on avait dit 2-3 000, on a monté ça, c'est à peu près 10 000. L'enjeu qu'on a de la façon dont le système est dessiné, c'est que les noms qui nous arrivent, le premier tri se ferait avec le code postal. Puis le code postal décide à quel CIS ou CIUS on va envoyer les personnes. En ce moment, ce qui arrive,
c'est que c'est peut-être pas toujours la bonne personne qui s'en va au bon endroit en fonction des demandes spécifiques. Alors, moi, quand j'ai regardé ça, puis j'ai dit, on avait peut-être, je sais pas, je vous donne un chiffre, là, après une semaine, on avait placé seulement 500 personnes. C'est beaucoup, mais sur 10 000, c'est pas beaucoup. Maintenant, est-ce que les 10 000 sont tout à fait qualifiés? Tout ça, je veux pas... Mais je trouve que 500 sur 5 000 seulement, même c'est pas beaucoup. Alors qu'on a des gens de qualité. Moi, j'ai des gens qui nous ont appelés, disent, écoutez, je suis un policier à la retraite, je devrais être capable de me qualifier. Là. On se comprend si on veut faire du traçage. Donc, ce que j'ai demandé à Mme Savoie, puis on a ajouté notre tir là, depuis quelques jours, c'est qu'on va faire un premier tri. Fait qu'au lieu de commencer avec le code postal, on va faire un tri au ministère. On va garder ça central. On va s'assurer qu'on fait un premier tri avec les personnes. Et nous, on va faire l'envoi au CIS ou au CIUS. Alors, c'est une approche différente parce qu'en ce moment, c'est pas assez efficace. Puis j'ai peur qu'on perde des bonnes personnes. Fait qu'on revoit la stratégie là, dans les prochains jours. Parce qu'encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 10 000 personnes qui ont levé la main. Puis on a besoin de gens. Fait qu'on va s'ajuster. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Là, si je comprends bien, là, toute la vallée du Saint-Laurent, ou à quelques exceptions près, est au rouge. Vous nous parliez de 75 % de la population il y a quelques jours. On doit être rendu au-dessus de ça pas mal, là? Oui, si on rajoute Trois-Rivières, puis le sud, on va jusqu'à Drummond. Là. Ça fait que c'est la presque totalité du Québec qui est dans le rouge. On s'entend? Ben, je dirais pas ça. Moi, je pense qu'il y a encore des belles places au Québec qui sont pas... Je parle peut-être en territoire, mais en termes de population. OK. Alors, une fois qu'on est dans le rouge, là, puis que vous avez annoncé les mesures, les fermetures de restaurants, puis de ventes, etc., c'est quoi l'étape suivante en zone rouge? Il va arriver quoi au-delà de ça? Là? Quand, par exemple, parce que ça ne baisse pas les chiffres, la prochaine étape de confinement, c'est quoi? Bien, j'aimerais répondre à la première partie parce que vous faites un commentaire ou un énoncé avec lequel je suis pas tout à fait d'accord. Je vais le dire poliment parce que vous dites que ça baisse pas les chiffres. Moi, ce que j'aimerais mieux vous dire, c'est que j'aimerais ça que ça monte pas. Là, on est à une phase critique, là. Vous parlez de souhait, moi je parle de constat par les chiffres que vous nous envoyez. Non, mais M. Lacroix, je veux juste répondre... Ça a baissé depuis 2 jours, puis ça augmente encore. Non, écoutez, une des raisons pour lesquelles rappelez-vous, là, il y a 2 mois, quand on a commencé à se parler, j'ai dit, quand on a décidé qu'on allait publier les données tous les jours, il y avait eu un débat, est-ce qu'on fait ça une fois par semaine, tous les jours? On a pris le risque de donner les chiffres tous les jours, d'être très transparent. Le problème avec les chiffres quotidiens, c'est que ça bouge énormément. Hein? Alors, on a dit, on va regarder une moyenne mobile. On prend la moyenne des 7 derniers jours. En ce moment, moi, ce qui m'importe quand on discute avec les gens de santé publique, c'est de regarder la moyenne mobile. Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle se stabilise? Moi, je vous le dis, en ce moment, mon premier énoncé, c'est que depuis quelques jours, on est dans une bande que j'appelle la bande à peu près à 1000 cas. Hein? Alors, ça pour... Non, mais juste préciser après. Pour moi, c'est une différence importante parce que si pendant une semaine, 10 jours, on est capable d'avoir stabilisé les choses, ce que j'espère qu'il est en train d'arriver, c'est parce que depuis 10-15 jours, on fait les bonnes choses. Alors moi, avant de faire l'énoncé, de dire que ça continue à monter, j'aime mieux voir dans les prochains jours si on est capable d'avoir stabilisé la situation. Puis comme je vous disais, bien, à ce moment-là, si nos gestes, puis tous les gestes que les Québécois posent tous les jours ont un impact, bien, la deuxième chose qui devrait arriver, c'est que ça devrait baisser. Alors moi, je suis pas prêt à dire encore en ce moment qu'il faut lancer la serviette. Au contraire, il faut continuer à faire des efforts pour essayer de stabiliser la situation. Je ne répondais pas à ma question. Ma question, c'est c'est quoi la prochaine étape? Une fois qu'on a confiné, là, à peu près, qu'on a fermé des commerces, tout ça, c'est quoi l'étape suivante qui vient dans votre plan de confinement? Bon. Si ça empire, là, puis que ça ne s'améliore pas, on passe où? Bon. Alors, puis je laisserai le docteur Arruda, mais je vais faire un commentaire. M. Dubé, vous dites que ça empire pas, mais vous n'arrêtez pas de fermer des régions. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste aussi, là. Ben, je vais vous dire, M. Lacroix, je m'excuse, je pense qu'on est très réaliste. Puis on est réaliste tous les jours. Vous me posez une question, puis je vais répondre. Ce que je vous dis clairement, là, c'est qu'en ce moment, ce qu'on a réussi à faire, c'est de garder un équilibre, à fermer le moins de choses possible
pour tout en gardant les gens qui puissent continuer, pour la plupart, à aller travailler, que nos gens puissent continuer d'aller à l'école, puis qu'on puisse protéger nos gens de la santé. Est-ce que vous me demandez si un jour on sera obligé de fermer des entreprises, puis de fermer des écoles? La réponse, ça sera peut-être oui, mais on n'est pas là. On n'est pas là aujourd'hui. Notre objectif, je le dis, c'est qu'on puisse garder le maximum de choses ouvertes pour qu'on puisse continuer à vivre. Quand on sera rendu à d'autres décisions, mais encore une fois, gardons l'esprit positif qu'en ce moment, si on stabilise la situation, ça peut se faire encore. C'est ça mon point. Je vais laisser la parole à Dr. Arruda qui a tourné sa tablette vers la caméra. Peut-être c'est parce que quand vous voyez des chiffres au jour le jour, des fois, vous allez voir un 1060. Ah, c'est éteinte, OK. Mais quand vous voyez des chiffres au jour le jour, là, des fois, elle va se... Comme le chiffre ici, 1078, là, demain, il va être réparti dans la journée. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a eu une grande accélération. Là, on est en train d'essayer de revenir vers un plateau. Les effets... Est-ce qu'on veut rester sur le plateau, on ne veut pas monter? Idéalement, si nos mesures fonctionnent, on veut redescendre comme tel. Puis quand on va redescendre, on va redescendre dans les couleurs qui sont ici, orange et jaune. Fait que, je pense que là, on a appliqué un traitement. Il faut laisser le traitement faire son état pour être capable de voir. La raison pour laquelle on passe les zones en rouge, c'est que selon l'analyse épidémiologique, là où il y a de la densité, là où il y a de la transmission de la population, c'est là qu'on voit que les signes, que les gens peuvent monter dans du rouge. Puis on a décidé aussi, si vous me permettez, le Québec, là, on pourrait commencer à regarder chacune des villes où elles sont en rouge. Puis, à un moment donné, il faut qu'un territoire ait du sens. Même s'il y a des zones qui sont rouges actuellement, qu'on aurait pu considérer comme étant peut-être orange, on les a fait basculer au rouge parce que ça ne fait pas de sens qu'à un endroit, à côté de l'autre, on aille dans une mobilité, quitter les restaurants de la zone rouge pour aller les manger dans la zone orange, une question de dynamique populationnelle. Fait que moi, je pense que actuellement, là, ce qu'on veut, c'est un confinement minimal possible. On a donné un gros coup de barre. On a fermé des choses qui, à notre avis, vont être évaluées dans 28 jours. Mais je vais vous dire, la chose... Ce qu'on veut pas, là, c'est revenir à un confinement total. Ça, vous comprendrez ça. On veut maintenir les écoles ouvertes à cause des effets pervers. On veut éviter que les personnes âgées se fassent contaminer. Puis, si jamais il y a des affaires supplémentaires, on verra à ce moment-là par rapport à certains services non essentiels. Mais ça va aussi dépendre de où vont se faire la transmission. Est-ce que ça va être encore une transmission communautaire? Ça veut dire des diminutions sociales ou ça va être des transmissions maintenant qui vont se déplacer dans certains types d'entreprises ou autres? C'est ça qu'il faut croire qu'on vérifie. C'est pour ça que, quelque part, c'est très difficile. Mais c'est sûr que si vous me demandez à l'extrême, ça va super mal, on a perdu le contrôle, mais on reconfine tout. Mais on n'en est pas là. On est vraiment loin de ça. Puis ce qu'on vous invite, là, quand je vous ai dit, là, quand on vous invite, parce que moi, ce que je veux voir, en tout cas, là, on voit aussi une photo de moi, là, la non, c'est mieux pas, docteur Arruda. Ce que je veux voir, c'est qu'on ait cette augmentation-là qui, en moyenne mobile, va rester autour de 1000, mettons. OK? Parce que ça, à ce moment-là, on est encore en capacité de ne pas détruire notre système de soins. Je vous remercie. Je rappelle la règle du 2 questions par journaliste. Je cède la parole à Patrice Bergeron de la Presse canadienne. Bonjour, messieurs. Maintenant qu'on sait qu'il y a certaines MRC là, qui ont été, qui sont passées au rouge, donc Drummond, Bécancour, Portneuf, est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer quelle est la gravité de la situation dans ces régions-là? Qu'est-ce que vous avez constaté en nombre d'éclosions ou en situation donc, de contamination populationnelle qui vous permettent donc pour que ces gens-là puissent comprendre qu'est-ce qui arrive? Là? Dans les faits, c'est pas plus grave qu'ailleurs. Là. Si vous me permettez, c'est pas plus grave qu'à Montréal, puis c'est pas la catastrophe non plus, si vous me permettez. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on atteint des niveaux de transmission locale, de nombre de cas dans le local, qui font que pour pas aller plus haut, puis que ça continue à semer du feu, on les fait passer à un stade où on applique les mêmes mesures qu'on a appliquées à Montréal. C'est tout simplement une analyse régionale qui est faite. Puis je tiens à vous dire que peut-être des zones même qui sont orange dans ces secteurs-là, qui sont considérés comme rouges parce qu'ils sont collés sur un autre qui est au rouge. C'est comme on a fait, prenons par exemple, la CMM, la montée au niveau de la CMM, il y a véritablement un bassin, là, indépendamment des régions sanitaires. La CMM, c'est un tout. Le monde va d'une place à l'autre.
Fait que c'est pour ça que, quelque part, si jamais on a une ville ici, une ville là qui est rouge, bien, entre les deux, là, même si ça aurait pu être orange, on le met en rouge parce qu'on sait que les gens vont circuler. Et puis, on ne veut pas non plus que les gens des deux zones rouges aillent manger dans les restaurants ouverts dans la zone orange parce que ça va entraîner la zone orange qui va devenir dans le rouge. Fait qu'en plus de l'épidémio, il y a une analyse de la dynamique des populations. Et par ailleurs, comme on sait que le traçage et le dépistage est important, vous aviez indiqué auparavant qu'il y avait des problèmes dans les réponses des gens que vous appeliez et vous aviez lancé un appel à la collaboration des gens que vous appeliez. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de la communication entre les gens qui font les enquêtes épidémiologiques et la réponse des gens que vous appelez? Je vous dirais que s'il y a eu amélioration est un peu marginale. Je vais être franc avec vous, là. Je pense qu'elle est marginale. Puis on ne se cachera pas que nos équipes de santé publique sont très étirées avec la quantité de ressources qu'on a là. On est en train de monter en charge les ressources pour faire des enquêtes. On est en train d'ajuster même les priorités à l'intérieur du traçage pour aller chercher les meilleurs éléments. On est en train de faire ce qui se fait ailleurs dans le monde quand on arrive à un certain niveau, là, parce que l'enjeu, là, monter en charge comme ça va bien. Mais quand ça monte en charge de même, ça devient difficile comme tel parce que les gens sont pas là. Fait qu'on est en train de former du monde, on est en train d'augmenter cette capacité-là, on est en train d'adapter les outils informatiques qu'on a aussi pour faire des suivis, on est en train d'améliorer les systèmes en lien avec le laboratoire pour que les gens reçoivent leurs résultats quand c'est négatif de façon informatique. Fait qu'on est en train de travailler à tout ce que j'appellerais la chaîne entre le prélèvement jusqu'à la remise de résultats. Puis quand on améliore un élément, ça a des impacts sur la séquence, mais on travaille ça actuellement pour être en mesure. Mais si vous voulez nous aider, tombez pas malade. En ne tombant pas malade, comment on fait ça? Puis là, je pourrais vous répéter encore la même affaire que je radote, le masque, la distanciation et puis le lavage des mains. Mais comme on sait que dans nos contacts sociaux, le masque, la distanciation puis le lavage de mains, ça a tendance à diminuer, bien, diminuons les contacts. Marc-André Gagnon, le Journal de Québec. Bonjour, Monsieur le ministre. Docteur Arruda, mes questions seront pour vous aujourd'hui. Récemment, vous aviez laissé entendre ici là, que vous n'aviez rien à cacher, mais le premier ministre, François Legault, refuse toujours là, de rendre public vos avis en disant que pour l'essentiel, ils sont livrés de façon verbale. Êtes-vous déçu que vos avis ne soient pas autrement rendus donc public? Pensez-vous que les Québécois sont bien servis là, en étant d'une certaine façon tenus dans l'ignorance? Parce qu'il y en a qui ont l'impression là, qu'on leur cache des choses, ce qui n'est pas nécessairement idéal, avouons-le, pour encourager l'adhésion. Je l'ai déjà dit, là, si vous vous attendez à avoir des lettres qui vont faire considérant gna 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 gna, quand je dis ça, là, avec une lettre signée, comme quand on fait quand on émet un avis sur un projet gouvernemental ou autre, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est vrai, OK? Ça se passe dans des échanges, ça se passe avec mes directeurs de santé publique le soir, à 4h, 5h. Le lendemain matin, je suis en discussion avec le PM, on donne les grandes lignes, on ajuste les éléments, là. Puis je tiens à vous dire une chose, je ne serais pas assis ici à annoncer quelque chose avec lequel je ne serais pas confortable. Ça, je vais être au clair. Puis ici, on n'a pas de la science probante. Vous savez, il y a des choix qui sont difficiles. Nos directeurs font des recommandations, mais il y a des... Puis je vais vous dire, ça, c'est... On peut me croire ou pas me croire, là, mais je peux le dire parce que je suis un gars honnête. On est toujours allé un peu plus loin que ce qu'on avait des fois même recommandé. Fait que si les gens pensent que, je vous le dis là, je ne serai pas ici en avant, et ils le savent très, très bien, je ne jouerai pas le jeu du politique si je ne suis pas confortable avec la décision. Mais il faut voir ici que ce qu'on décide, c'est pas rien que de la science probante. C'est des opinions d'experts qui vont vous dire une chose en Ontario, puis qui vont vous dire une autre chose au Québec, puis qui vont vous dire une autre chose aux États-Unis. Fait que quelque part, nous, on discute, on voit ça fait-tu du sens. Quand ça fera plus de sens? Si jamais, là, on a un vaccin super efficace et que le gouvernement décide de ne pas l'acheter pour des raisons X, Y, Z, je sortirai, je donnerai ma révérence, etc. Fait que, puis là, la question, là, vous avez tous les mécanismes qu'il faut par la Commission d'accès à l'information. Moi, je veux dire, moi, là, ici, moi, j'écris mes affaires. Des fois, même, on a retrouvé des courriels que j'avais écrits entre Mylène Drouin puis moi par rapport à la question. C'est un courriel qu'on disait, oui, ça fait du sens, mais après ça, il faut qu'on en rediscute. Ça va tellement vite, là, qu'on n'a pas le temps de s'asseoir, puis on n'a pas des scribes qui font les choses là-dessus. Fait que ce que le premier ministre vous dit, c'est vrai. C'est arrivé qu'on est arrivé pour en discuter, mais très souvent, là, très souvent, là, puis je vais vous dire, quand il a fallu fermer l'économie au départ,
je vais arrêter bientôt ici, là. Mais je vais vous dire que Puis moi, j'ai dit non à certaines affaires de réouverture en termes de vitesse, puis il a toujours écouté ce qu'on s'est dit. Je ne serais pas confortable ici si je ne pensais pas que... Le jour où ils feront de la bullshit, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, monsieur le ministre, je m'excuse, le jour où je sentirai que c'est de la bullshit, bien, le docteur Arruda, il ne sera pas là. Parce que le docteur Arruda n'a pas une crédibilité à perdre. Puis vous pouvez me comparer avec l'Ontario, ce que dit CDC, puis les complotistes, puis etc. Mais quand je suis ici, je suis confortable avec les décisions qu'on a prises. Parce que la très grande majorité ne vient pas d'une science exacte. Quand on est dans de la vaccination, quand on est dans des données probantes, c'est très différent. Très bien. Maintenant, sur une note peut-être plus personnelle, là, puis en tout respect, au printemps dernier, vous avez eu droit à une vague énorme de sympathie de la part des Québécois. Je pense que tout le monde a bien vu ça. Maintenant, je sais que vous suivez de près ce qui se dit, ce qui s'écrit de moins en moins dans les médias. Ah oui. Mais sentez-vous que vous avez peut-être plus de difficultés à rejoindre la population avec vos messages, à atteindre la population? Sentez-vous que vous êtes encore l'homme de la situation? C'est une bonne question, on se la pose à chaque jour, parce que, vous savez, moi, mon objectif ici, c'est de servir les Québécois du mieux que je peux avec une équipe. Je ne suis pas tout seul non plus. Il ne faut pas vous penser que c'est moi qui me lève un matin et qui décide sur le bord d'un coin. C'est plus difficile. C'est plus difficile parce que, même, je vais vous dire, puis je vais être très honnête avec vous, c'est plus difficile parce qu'on prend des décisions difficiles qui ne sont pas intéressantes pour le monde. C'est plus difficile parce qu'on nous compare beaucoup alors que des choses ne sont pas comparables. Il va y en avoir des doctorats sur l'histoire de la pandémie Québec versus Ontario. Mais quand je pose la question, il n'y a aucun expert qui est capable de donner la vraie réponse. C'est quoi la différence? C'est multifactoriel. J'espère pouvoir garder la confiance des Québécois parce que je les aime profondément et je pense que je suis encore en train de faire ce que bien d'autres font ailleurs dans le monde. Mais c'est une situation difficile. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des arènes politiques qui s'installent aussi à l'intérieur de ça. Les journalistes sont à la recherche de la vérité puis de questions. On est moins dans la dynamique de l'initiale. Comprenez, au début, c'était facile. Confiner tout le monde, les gens écoutaient. Là, on fait un choix, on pénalise un, on pénalise l'autre. Il y a des complotistes. J'ai des menaces de mort. Je reçois des courriels injurieux tous les jours. OK? Tous les jours. Fait que c'est sûr que... Mais je garde la tête haute. J'ai décidé de continuer dans ce mandat-là. Tant qu'on ne va pas me sortir d'ici, puis on sortira s'ils voudront me sortir, moi, je considère que je fais mon travail du mieux et je ne considère pas que je suis un 2 de pique en termes de santé publique à travers ce qui existe sur la planète. Merci. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Commencez par M. Dubé, vous laissez reprendre votre souffle. Au bord de l'eau. Oui. Oh! M. Dubé, on voit encore, entre autres, la déclaration des décès qui arrive quelques jours, des fois une semaine, des fois plus. Ça arrive soit à rebours ou en retard. Ouais. Ou... Il y a d'autres aussi incohérences entre les chiffres que le ministère donne et certains CIUS donnent. Est-ce que le canal de communication, l'information, la guerre de l'information, est-ce que c'est encore un problème 7 mois après le début de la pandémie? Non. Je pense que l'essentiel, la fluidité maintenant de l'information, elle est là. Ce que je pense qui reste, là, puis pour moi, c'est une technicalité, mais on est capable de vivre avec, c'est que on a quand même une trentaine de CIS et de CIUS. Est-ce qu'il peut arriver que des fois, un résultat c'est technique, là, mais je vais vous donner un exemple précis, ce qu'on appelle le cas déclaré, c'est-à-dire que, disons, aujourd'hui, on a 1000 cas qui ont été déclarés aujourd'hui, mais quand on regardera avec 2-3 jours de recul, peut-être qu'aujourd'hui, c'était 1050 cas, parce qu'il y en a une cinquantaine qui avaient un retard de rentrée 1 ou 2 journées. Mais c'est qu'une différence de 3-4 % par jour quand on a 30 régions à compter, puis qui ont toutes sortes de facteurs. Mais on a fait des analyses, parce qu'à un moment donné, on débattait ce qu'on reportait sur les cas déclarés ou ce qu'on appelle les cas ajustés à la bonne date. On s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation presque à 95 %. Fait qu'on s'est dit, on n'ira pas commencer à ajuster nos cas. L'INSPQ le fait sur ses tableaux, mais nous, on a décidé qu'on rapportait les cas sur une base déclarée. Alors, mais c'est l'expérience des 6-7 derniers mois qui nous a permis de faire ça. Mais je vous montrerai,
je vous dirais, puis à un moment donné, on pourra le faire, mais le rapport que l'on appelle COVID, que moi j'ai sur mon bureau tous les matins maintenant, on est dans la cellule de crise, que le premier ministre a, est d'une fluidité. Marc-Nicolas Kobrinski, qui est le nouveau sous-ministre associé, qui ne fait que gérer l'information puis s'assurer de la consolidation de l'information. On a de l'information maintenant d'une très, très grande qualité. Ça fait que je pense que cet enjeu-là, il est derrière nous maintenant. Docteur Arruda, vous n'en sortirez pas si facilement. Dites-moi, si la rentrée scolaire était demain, dans une ville comme Québec, est-ce que vous recommanderiez l'ouverture des écoles? Oui. Parce que là, tout le monde focalise sur le fait qu'il y a des éclosions dans les écoles, puis je le comprends, et on s'attendait à ce qu'il allait y avoir des éclosions. Tous les milieux qui sont en contact avec la communauté, quand c'est du communautaire, il y a des éclosions. Il y en a aussi des cas dans la RPA, dans quelques CHSLD, mais jamais à la hauteur de ce qu'on a connu antérieurement, parce que le milieu, à mon avis, est mieux protégé que ce qu'on avait. Parce que avec autant de transmission communautaire, on aurait, au printemps, ça aurait été encore pire que ce qu'on a vécu. Les écoles, c'est essentiel pour le développement des enfants. Vous avez vu les pédiatres, ce qu'ils ont dit, etc. Il y en a qui nous appellent de sacrifier une génération, d'autres qui nous disent qu'on aurait dû les masquer avant même qu'ils rentrent à l'école. Moi, je pense que les éclosions dans les écoles sont là. Il y a des cas. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'enfant qui a eu des complications majeures par rapport à ça. Pas de professeur non plus, mais ça pourrait même arriver, parce ça peut toujours arriver, ces situations-là. Moi, je pense que d'avoir laissé les écoles, les enfants à la maison encore, avec les parents, et puis en termes de société, là, il y aurait eu un découragement encore beaucoup plus grand que ce qui est là. Fait que moi, je pense que le milieu scolaire, c'est un milieu dont on doit s'adapter, dont on doit peut-être faire un peu des choses différemment. C'est ce qu'on est en train d'essayer de développer avec l'éducation, mais je pense que c'est essentiel. On l'a fait au printemps dans la RCMM, ça a donné des résultats. On ne l'avait pas fait dans la région montréalaise. On l'a réouvert. Mais moi, là, je pense que l'éducation, tous les effets collatéraux, violence, enfant qui est négligent, il y a des enfants qui vont peut-être décrocher à tout jamais à cause qu'ils n'auront pas été soutenus dans cette période-là. C'est triste, hein? Mais il ne faut pas en générer plus. Merci. Nous allons permettre à notre collègue en télétravail, Hugo Pilon-Larose, de poser sa question. Oui, bonjour, M. Arruda. Ma première question serait pour vous. Dites-moi si je me trompe. J'ai l'impression que dans tous les cas, là, au Québec, on ne reviendra pas en zone verte d'ici à la fin de la pandémie. On ne reviendra pas au niveau de relâchement qu'on a vécu cet été. J'aimerais savoir des mesures qui ont été ajoutées depuis. Donc, depuis le retour en classe, depuis le passage de certaines régions en zone rouge, quelles mesures vont devoir rester en place au cours des prochaines vagues pour éviter là, de devoir jouer au yo-yo? La chose la plus importante, c'est la distanciation, le 2 mètres, puis le lavage de mains. Ça, c'est la mesure que si tout le monde appliquait, c'est comme si on était confiné. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité fait que l'être humain se relâche, puis etc. Moi, je pense que les mesures, je vais vous dire bien honnêtement, j'aimerais clore la culture, que les cinémas puissent réouvrir, mais qu'on ait vraiment ces protocoles clairs là. Moi, je pense que si on est capable de diminuer la transmission communautaire à un certain niveau, qui ne sera jamais égal à 0, OK? Parce que tant qu'on n'aura pas le vaccin puis que le vaccin ne va pas avoir disparu, si on est capable d'avoir une transmission communautaire sur laquelle on est capable d'être en contrôle, si on est capable de protéger nos personnes âgées, si on est capable de maintenir nos écoles ouvertes, à mon avis, il y a plein de milieux qui vont pouvoir réouvrir puis qu'on va pouvoir fonctionner jamais comme avant la COVID-19, probablement jamais comme dans le vert, parce que peut-être qu'on va être obligé de toujours rester aux aguets. Moi, je pense que c'est ça auquel je peux vous répondre actuellement, si je décolle bien votre question. Parfait. Monsieur Arruda ou Monsieur Dubé, j'aimerais savoir aussi comment allons-nous gérer la région spécifique de Gatineau. Puisque Gatineau, donc, c'est quand même une ville qui il y a une certaine densité de population, il y a les cas sont en hausse également. Pourtant, ils ne passent pas aujourd'hui en zone rouge. C'est aussi une région qui est limitrophe avec l'Ontario. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux?
Bien, c'est une région très particulière. Je tiens à vous dire que la directrice santé publique, le Dr Brigitte Pinard, qui est là-bas, est en constante discussion avec Ottawa et la ville d'Ottawa pour justement arrimer au maximum les mesures. C'est sûr que nous, on a une approche au Québec qu'elle respecte, mais on s'ajuste. Si jamais, par exemple, il y a des ajustements qui se font, c'est une situation qui est sous haute surveillance. C'est possible qu'elle reste dans le même stade si les effets qu'on a mis en place fonctionnent. C'est possible aussi qu'elle passe au rouge, tout dépendamment de comment vont aller les prochaines journées. Mais c'est clair qu'on a une préoccupation très particulière entre la mixité des populations entre Ottawa et Gatineau. Et dans toute la santé publique, comme c'est deux territoires, deux directions différentes, deux provinces différentes, il y a toujours eu certaines différences, mais les gens de Gatineau sont habitués à comprendre ces différences-là. Fait que c'est sûr que si Gatineau, la directrice santé publique décide de l'Outaouais de passer au rouge, je peux vous dire que le téléphone va être immédiat avec la direction santé publique de l'Ottawa pour voir les conséquences de ce que ça peut représenter. Parce que de la même façon qu'on a dit qu'on ne veut pas déplacer un problème, par exemple, on devient excessivement strict, puis tous les Québécois s'en vont à Ottawa comme tel, ou que c'est l'inverse, ils sont tellement stricts là-bas qu'ils viennent se déverser à Gatineau. Les gens vont s'ajuster par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin, ni non plus, de fermer la frontière entre Gatineau puis Ottawa à cause de cette complémentarité. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions en anglais avec Cathy Sonnet, CBC. Je me demandais, pour ce qui est du maire de Côte-Saint-Luc, il tente de voir s'il serait possible de rendre les masques obligatoires dans les condos et les immeubles à logement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en œuvre au Québec? Et sinon, pourquoi vous n'y allez pas pour rendre les masques obligatoires dans les espaces communs? Réponse. Si je me rappelle bien, parce qu'il y a eu tant de choses et de décisions prises, mais c'est hautement recommandé pour l'instant. Mais c'est relié, savez-vous, moi je vis dans un condo. C'est peut-être une vingtaine de personnes qui gèrent leur vie commune. Ça, c'est à l'intérieur. Et c'est un endroit privé à l'intérieur. Donc, ce que nous recommandons, c'est que le conseil d'administration d'un immeuble s'inspire de nos consignes. Quand vous pouvez croiser un voisin dans un espace commun, vous portiez le masque. C'est hautement recommandé. Par conséquent, si nous n'avons pas remarqué d'éclosion reliée à ces milieux-là, c'est une chose. En même temps, ce que je peux dire, c'est que c'est hautement recommandé. Et si nous constatons beaucoup d'éclosions dans ces tours à condos et non pas associées à des rassemblements de gens se connaissant, on pourrait peut-être les rendre obligatoires. Question. Nous avons beaucoup parlé des complotistes, des théoriciens du complot. J'entends de plus en plus de gens qui ont des doutes sur la COVID. Et ce n'est pas en lien avec des théories du complot. On a une longue fin de semaine. Les gens vont se parler. Ils vont peut-être être un peu plus nerveux quant à la COVID, vivant plus d'anxiété. Les doutes vont peut-être augmenter. Comment voudriez-vous ou est-il possible pour vous de ramener ces gens qui vivent un doute croissant? Réponse. Permettez-moi un peu. C'est une période difficile, savez-vous. Je vous remercie de votre question. C'est pourquoi nous devons parler tous les jours, car à chaque jour, on semble comprendre que la répétition semble un peu lassante, mais la situation change. Ce que j'aimerais dire aux Québécois et aux Québécoises, c'est que nous avons vraiment l'occasion de faire fonctionner ces efforts dans les jours à venir. Et savez-vous, je sais qu'il est difficile. Moi, je ne peux pas voir mes deux filles. Et je pense à mes deux petites filles, 3 ans, 1 an. Et ma fille doit lui expliquer
que nous sommes en guerre contre un virus géant. Et la raison pour cela, c'est que chacun d'entre nous, on peut changer le cours de cette pandémie. Et c'est pourquoi, avec M. Potvin, j'ai été vraiment affirmé dans ce que j'ai dit. Moi, je n'abandonne pas la partie, savez-vous, mais personne ne devrait abandonner la partie. Et si nous constatons que cette fin de semaine, essayons de consentir ce sacrifice plutôt que de dire, comme d'habitude, écoutez, le nombre de contacts qu'un Québécois moyen a dans une journée quotidienne, ça semble très lointain avant mars. C'était entre 8 et 10 personnes par jour. Et pendant la pandémie, si nous avons connu le confinement, nous l'avons fait descendre cela jusqu'à 3 contacts par jour. Et depuis le déconfinement, depuis quelques mois, avec les écoles, les fêtes, les jours fériés, on est remonté à 7 ou 8. Donc, nous sommes presque au niveau pré-pandémique quant au nombre de contacts moyens quotidiens. Mais l'environnement a changé puisque nous avons la distance sociale et les masques. Par contre, pourquoi je le note? C'est que, voyez-vous, les gens devront voir dans les jours à venir que si, dans cette situation difficile, on ne peut pas voir nos êtres proches, pouvons-nous nous assurer qu'au moins on freine ces contacts et qu'on voit les avantages dans les jours suivants? C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, avant la fin de semaine de l'Action de grâce. Je sais que c'est dur, c'est plate, on se répète, mais je pense qu'on peut vraiment changer le cours de la pandémie. Ce n'est pas une question de complot ou de complotiste. La meilleure façon de convaincre les gens que cela fonctionne, c'est de regarder les chiffres dans les jours à venir. Et moi, je prends un risque en disant cela. Car si ça ne fonctionne pas, les gens vont dire « c'est des paroles en l'air ». Mais moi, je suis tellement confiant que nous puissions changer les choses dans les 2 semaines à venir que j'ose espérer que nous pourrons stabiliser le nouveau nombre ou le nombre de nouveaux cas et de voir la courbe s'infléchir vers le bas. C'est mon grand espoir pour cette fin de semaine. La pandémie a énormément d'effets secondaires, parfois pires que la maladie. L'isolement, les gens ont peur, sont anxieux. Il y a des gens qui sont trop anxieux quant à la situation, d'autres, ils ne sont pas assez anxieux. Et il y a tous ces complotistes qui viennent mélanger et semer la confusion. Allez chercher les bons renseignements sur les sites officiels. C'est important. Si vous êtes stressé, n'hésitez pas. Demandez des services sociaux, du soutien pour la santé mentale, car c'est concret, c'est vrai. Car nous connaissons plus de problèmes dans certains groupes, plus l'isolement est profond. Et le gouvernement veut vraiment être au diapason de cette problématique de l'accroissement de l'isolement, de difficultés de santé mentale. Si vous avez une façon d'aller chercher de l'aide, tendez la main et demandez du soutien, demandez de l'aide. Et pour revenir à votre question, pour compléter ma réponse, je vous ai donné le nombre de contacts avant la COVID et après ça, pendant le confinement. Cette fin de semaine, limitez-vous à votre cercle intime. C'est tout. Et ainsi, vous serez à un chiffre bas de contacts. Vous vous protégez votre famille et vous assurez que nous pourrons vraiment casser cet élan de cette deuxième vague. C'est simple. C'est dur, mais c'est simple. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise. On s'y attendait avec la montée constante des cas au Québec. Le gouvernement qui décide de faire passer plusieurs régions du orange au rouge. Alors, on va vous les montrer. Ces régions, ce sont des MRC, ce qui fait en sorte que toute la vallée du Saint-Laurent est presque au rouge. En ce moment, c'est 75 de la population du Québec, approximativement, qui vit dans une zone rouge. Voilà, MRC de Bécancour, MRC de Nicolet-Yamaska, MRC de Drummond, MRC de Portneuf, ville de Trois-Rivières. C'est un long week-end qui s'en vient. Le ministre de la Santé, M. Arruda, dit que c'est déterminant ce qui va se passer, la manière dont on va se comporter collectivement durant ce long week-end va déterminer la suite des choses, va faire en sorte que peut-être, après le 28 octobre, on pourra relaxer les mesures. On n'en est pas là.
Alors, on s'en reparle, bien sûr, au cours des prochains jours. Patrice Roy suit à l'instant. Ici Christian Latreille à Montréal, au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée.